Les mains tremblantes, elle ouvrit la lettre qu'elle redoutait depuis des semaines. Élodie Rousseau contemplait l'avis d'expulsion posé sur la table bancale de son petit atelier de Montmartre. 26 ans, des rêves plein les mains et des dettes qui s'accumulaient comme les feuilles mortes d'octobre. Autour d'elle, ses créations en céramique semblaient la regarder avec reproche. De si belles pièces, si peu vendues. Le bruit familier de la rue Saint-Rustique filtrait par la fenêtre entr'ouverte. Des touristes riaient, des artistes de rue jouaient leurs mélodies. La vie continuait pendant qu'elle se noyait lentement dans ses factures impayées. 3 mois de retard sur le loyer. Le propriétaire, M. Girard, avait été patient, mais sa patience avait des limites comptables. Élodie passa ses doigts tachés d'argile dans ses cheveux châtains. Ses mains, ces mêmes mains qui donnaient vie à l'argile, tremblaient légèrement. Elle qui créait tant de beauté ne parvenait pas à construire une stabilité financière. Le carillon de la porte tinta. Elle leva les yeux, espérant un client miraculeux, mais était Isabelle, sa meilleure amie depuis l'école des beaux-arts. « Élodie, tu as cette tête des mauvais jours, » dit Isabelle en s'approchant, remarquant immédiatement l'avis d'expulsion. « Oh non, pas encore. J'ai 3 mois, Isa. Je n'ai plus 3 mois. » La voix d'Élodie se brisa légèrement. « Je vais devoir fermer l'atelier. Peut-être retourner chez mes parents en Normandie, trouver un travail normal. » Le mot « normal » sortit de sa bouche comme une insulte à ses propres rêves. Isabelle s'assit sur le petit tabouret près du tour de potier. « Écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. C'est inhabituel, mais ça pourrait résoudre tes problèmes. » Élodie haussa un sourcil, intriguée malgré sa détresse. « Mon cousin travaille dans une agence de relations publiques très haut de gamme. Il cherche quelqu'un pour, disons, un rôle particulier. » « Quel genre de rôle ?» Isabelle hésita, tournant nerveusement sa bague. « Une jeune femme élégante, cultivée, capable de tenir conversation dans les milieux aisés, pour accompagner un homme d'affaires lors d'événements sociaux importants. » Le cœur d'Élodie se serra. « Tu parles d'escorte » ? « Non. » Isabelle secoua vivement la tête. « Rien de sexuel. Juste jouer le rôle de la petite amie parfaite en public. 3 mois, événements mondains, dîner d'affaires, 15 000 € au total. 15 000 €. De quoi sauver l'atelier, payer les dettes, respirer à nouveau. Qui est cet homme ? Raphaël de Beaumont, propriétaire de vignoble, famille ancienne, fortune considérable. Il a besoin de paraître stable sentimentalement pour des investisseurs conservateurs. Élodie ferma les yeux. L'argile sous ses ongles lui rappelait qui elle était vraiment. Une artiste, pas une actrice. Mais les chiffres rouges sur ses relevés bancaires criaient plus fort que ses principes. « Je ne sais pas, Isa. Réfléchis-y. Mon cousin peut arranger une rencontre demain. Café Procope, 14 h. Tu décideras après l'avoir rencontré. » Après le départ d'Isabelle, Élodie resta seule avec ses pensées et ses dettes. Elle caressa distraitement une petite sculpture qu'elle avait créée la semaine précédente. 2 mains qui se joignent, symbole d'espoir et de connexion humaine. 15 000 € pour jouer la comédie. Était-ce vraiment si différent de tous ces sourires forcés qu'elle offrait aux clients difficiles? La nuit tombait sur Montmartre. Les lumières de la ville scintillaient comme des promesses, mais aussi comme des menaces. Demain, elle rencontrerait cet homme mystérieux. Demain, elle découvrirait si elle était capable de vendre son authenticité pour sauver ses rêves. Elle rangea l'avis d'expulsion dans le tiroir, à côté d'autres lettres menaçantes. Puis elle éteignit les lumières de l'atelier, laissant ses créations dans l'obscurité, comme autant de témoins silencieux d'une décision qu'elle n'avait pas encore le courage de prendre. Mais déjà, au fond de son cœur, elle savait qu'elle irait au rendez-vous. Elle le reconnut immédiatement, même sans l'avoir jamais vu. Élodie poussa la porte du café Procope, ses mains moites, serrant son petit sac en cuir élimé. L'établissement historique bruissait de conversations feutrées, l'odeur du café se mêlant au murmure de la bourgeoisie parisienne. Elle balaya la salle du regard, cherchant un homme qu'elle ne connaissait que par une description sommaire d'Isabelle. Puis elle le vit. Raphaël de Beaumont était assis près de la fenêtre, consultant discrètement sa montre, une Patek Philippe qui valait probablement plus que tout ce qu'Élodie possédait. 32 ans, cheveux bruns parfaitement coiffés, costume sur mesure d'un bleu marine profond, mais ce qui la frappa le plus, ce fut son regard, intelligent, scrutateur et étrangement mélancolique. Il leva les yeux vers elle au moment précis où elle s'approchait. Pendant une seconde, quelque chose passa entre eux, une reconnaissance inexplicable, comme si leurs âmes s'étaient déjà rencontrées quelque part. « Mademoiselle Rousseau, je présume ?» Sa voix était grave, posée, avec cet accent légèrement aristocratique que seules les vieilles familles françaises possédaient. «
Monsieur de Beaumont. Elle serra la main qu'il lui tendait, ferme, chaude, troublante. Il se leva pour lui tirer sa chaise, geste galant qui surprit Élodie. Dans son monde de Montmartre, les hommes étaient moins raffinés. « Vous buvez quelque chose ? Un café, s'il vous plaît. » Elle observait ses gestes précis, la façon dont il appelait le serveur d'un simple regard. Tout chez lui respirait le contrôle, l'assurance. Pourtant, elle percevait quelque chose d'autre, une tension subtile, comme s'il jouait lui aussi un rôle. « Isabelle vous a expliqué la situation ?» Élodie hocha la tête. « Les grandes lignes, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi moi ?» Raphaël étudia son visage avec attention. Ses yeux s'attardèrent sur ses mains, celles d'une artiste marquée par le travail authentique. « Parce que vous n'appartenez pas à mon monde. Les femmes de mon milieu, elles jouent déjà un rôle en permanence. J'ai besoin de quelqu'un de vrai. » Paradoxalement, le café arriva. Élodie le porta à ses lèvres, gagnant du temps pour réfléchir. « Et qu'attendez-vous exactement de moi ?» 3 mois. 4 événements majeurs, 2 dîners d'affaires, une soirée de gala, un week-end en Bourgogne avec mes associés. Vous seriez ma compagne officielle. Compagne, le mot flotta entre eux, chargé d'ambiguïté. Rien d'intime, bien sûr, juste de l'affection apparente. Quelques regards complices, ma main dans la vôtre, ce genre de choses. Élodie sentit ses joues échauffer. L'idée de feindre l'intimité avec cet homme la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Pourquoi avez-vous besoin de ça ?» Pour la première fois, Raphaël hésita. Son masque de perfection vacilla imperceptiblement. « Les investisseurs avec qui je traite viennent de familles très traditionnelles. Ils voient la stabilité sentimentale comme un gage de fiabilité professionnelle. Un homme de mon âge, célibataire, les inquiète. Et vous ne pouvez pas simplement trouver quelqu'un de réel ?» Le sourire de Raphaël se fit amer. « Les femmes de mon entourage cherchent soit mon argent, soit mon nom. L'amour véritable dans mon milieu est rare. » Quelque chose dans sa voix toucha Élodie. Derrière l'homme d'affaires impeccable, elle entrevoyait une solitude familière, celle qu'elle ressentait parfois dans son atelier, entourée de ses créations silencieuses. 15 000 €, c'est exact? 5 000 par mois. Plus les frais, garde-robe, coiffeur, tout ce qui sera nécessaire pour que je ressemble à quelqu'un de votre monde, pour que vous soyez à l'aise dans ces situations. Élodie regarda par la fenêtre. Dehors, Paris continuait sa vie trépidante. Des étudiants passaient, insouciants, leurs sacs sur l'épaule. Elle avait été comme eux, il n'y a pas si longtemps, pleine de rêves et d'espoir. Si j'accepte, il y a des règles. Discrétion absolue, comportement irréprochable en public. Et, il marqua une pause, aucun attachement émotionnel. C'est un arrangement professionnel. Ces derniers mots résonnèrent étrangement. Élodie croisa son regard, et il eut quelque chose qui contredisait ses paroles. Une vulnérabilité cachée, une peur peut-être. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Raphaël sortit une carte de visite dorée. Appelez-moi demain soir. Si c'est oui, nous pourrons commencer dès la semaine prochaine. Il régla l'addition d'un geste fluide et se leva. Mademoiselle Rousseau, j'espère que vous accepterez. J'ai le sentiment que nous pourrions bien nous entendre. Après son départ, Élodie resta seule avec sa tasse vide et 1000 questions. Elle tourna la carte entre ses doigts. Raphaël de Beaumont, domaine viticole de Beaumont. 15 000 €. De quoi sauver son atelier, ses rêves, sa liberté. Mais à quel prix? Elle repensa à son regard, à cette mélancolie qu'elle avait perçue. Peut-être que jouer la comédie avec lui ne serait pas si difficile. Peut-être même que ce ne serait pas vraiment jouer la comédie. Oui, murmura-t-elle au téléphone, et elle sentit sa vie basculer. Le lendemain soir, assise sur le rebord de sa fenêtre donnant sur les toits de Montmartre, Élodie composa le numéro de Raphaël. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle avait passé la journée entière à peser le pour et le contre, mais au final, c'était l'image de l'avis d'expulsion qui avait emporté sa décision. « Bonsoir, Élodie. » Sa voix au téléphone était encore plus troublante qu'en personne, intime dans l'obscurité de sa chambre. « Bonsoir. J'ai pris ma décision. » Un silence. Elle imagina Raphaël dans son appartement, probablement immense, décoré avec un goût parfait, vu sur la Seine. Et « j'accepte ». Elle entendit son souffle se libérer, comme s'il avait retenu sa respiration. « Parfait. Pouvons-nous nous voir demain? J'aimerais vous expliquer les détails et vous présenter à quelqu'un qui va vous aider. » Le lendemain, Élodie se retrouva dans le 16e arrondissement, devant un institut de beauté aussi luxueux qu'intimidant. Raphaël l'attendait déjà, impeccable dans un costume gris anthracite. « Élodie,
Je vous présente Vivienne Moreau. Elle va s'occuper de votre transition. Vivienne était une femme élégante d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés parfaitement coiffés. Son regard expert détailla Élodie de la tête aux pieds avec une précision chirurgicale. « Magnifique ossature !» murmura-t-elle à Raphaël comme si Élodie n'était pas là. « Des yeux extraordinaires. Nous allons faire des merveilles. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon de transformations. Coiffure, maquillage, manucure, épilation. Élodie se laissa faire, observant dans le miroir comment son reflet changeait progressivement. Ses cheveux châtains, habituellement attachés négligemment, tombaient maintenant en vagues soyeuses sur ses épaules. Ses yeux, soulignés avec art, semblaient plus grands, plus lumineux. « Maintenant, les vêtements », annonça Vivienne. Elles se rendirent dans une boutique privée, avenue Montaigne. Élodie n'avait jamais vu autant de zéros sur des étiquettes. Robes de cocktail, tailleurs, chaussures italiennes, sacs de créateur, tout était choisi avec une précision militaire. « Pour ce soir, » dit Raphaël en désignant une robe noire Chanel. « Dîner d'affaires avec des investisseurs belges. Rien de trop formel. » Élodie enfila la robe dans la cabine d'essayage. Le tissu glissait sur sa peau comme une caresse. Quand elle sortit, le silence de Raphaël fut plus éloquent que tous les compliments. « Vous êtes… » Il s'interrompit, détournant le regard. « Parfaite. » Mais quelque chose dans sa voix avait changé. Une tension nouvelle, une distance soudaine qui n'existait pas la veille. Le soir venu, une voiture avec chauffeur vint chercher Élodie. Elle se sentait étrange dans cette peau nouvelle, comme une actrice qui endosse un rôle pour la première fois. Ses talons claquaient sur le trottoir avec une assurance qu'elle ne ressentait pas. Raphaël l'attendait devant le restaurant, le Grand Véfour, dans le 1er arrondissement. Quand il la vit descendre de voiture, son expression se figea une seconde. Puis, il reprit son masque de politesse parfaite. « Bonsoir, ma chérie. » Il l'embrassa sur les joues, un baiser formel qui effleura à peine sa peau. Mais elle sentit ses mains trembler imperceptiblement quand il posa ses paumes sur ses épaules. « Bonsoir » répondit-elle, troublée par cette proximité calculée. À l'intérieur, ils furent accueillis par 3 hommes en costume, les fameux investisseurs belges, M. Vanderberg, la soixantaine, regard perçant, ses 2 associés, plus jeunes, tout aussi scrutateurs. « Messieurs, je vous présente Élodie, ma compagne. » Le mot résonna étrangement. « Ma compagne. » Raphaël posa naturellement sa main sur le bas de son dos pour la guider vers la table. Ce simple contact envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. Pendant le dîner, Élodie découvrit un autre aspect de Raphaël, l'homme d'affaires impitoyable, négociant avec une précision redoutable. Elle l'observait parler de ses vignobles, de ses projets d'expansion, et elle était fascinée par cette intelligence froide et calculatrice. « Et vous, mademoiselle Élodie, que faites-vous dans la vie ?» demanda Vanderberg. « Je suis céramiste. J'ai un petit atelier à Montmartre. »« Comme c'est pittoresque », répondit l'homme avec un sourire condescendant. Raphaël posa immédiatement sa main sur celle d'Élodie, un geste protecteur qui la surprit par sa spontanéité. Élodie est une artiste remarquable. Ses créations sont d'une beauté rare. Il n'avait jamais vu son travail. Pourtant, il parlait avec une conviction troublante. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Élodie oublia complètement qu'ils jouèrent la comédie. Le reste du dîner se passa dans une alternance de touches calculées et de moments troublants. La main de Raphaël qui caressait distraitement ses doigts, son rire qui résonnait quand elle racontait une anecdote, ses regards qu'ils échangeaient, un peu trop longs, un peu trop intenses pour être de la simple comédie. Quand ils sortirent du restaurant, l'air frais de la nuit les saisit. Raphaël l'accompagna jusqu'à la voiture. « Vous avez été parfaite, » dit-il, mais sa voix était tendue. « Merci. C'était plus facile que je ne le pensais. Trop facile, pensa-t-elle. Beaucoup trop facile de faire semblant d'être amoureuse de lui. » Il ouvrit la portière, mais avant qu'elle monte, il la retint par le bras. « Élodie !» Elle se tourna vers lui, le cœur battant. Dans la lumière tamisée du réverbère, il semblait vulnérable, presque fragile. « Oui, rien. Bonne nuit. » Mais ses yeux disaient tout autre chose. Dans la voiture qui la ramenait vers Montmartre, Élodie réalisa qu'elle venait de franchir une ligne invisible et qu'il n'y aurait peut-être pas de retour en arrière. 2 semaines plus tard, elle comprit qu'elle était en train de tomber amoureuse de son propre mensonge. L'appartement de Raphaël, dans le 7e arrondissement, était exactement comme Élodie l'avait imaginé. Spacieux, élégant, impersonnel. Parquet ancien, meubles de designer, vue imprenable sur les Invalides. Mais ce qui la surprit, c'étaient les petits détails humains. Un livre ouvert sur la table basse,
une tasse de café oubliée, une veste jetée négligemment sur un fauteuil. « Nous devons répéter, avait-il dit au téléphone. Ce soir, c'est important. Mes parents seront là. » Ses parents. L'enjeu venait de monter d'un cran. Élodie portait une robe bleu marine que Viviane avait choisie, sophistiquée mais pas trop voyante, avait précisé la styliste. Elle se sentait de plus en plus à l'aise dans cette nouvelle peau, ce qui l'inquiétait autant que cela la réjouissait. « Asseyez-vous, » dit Raphaël en désignant le canapé. Il semblait nerveux, ce qui était inhabituel chez lui. « Parlez-moi de vos parents. » Il soupira, se servant un verre de whisky. « Mon père, Henri de Beaumont, 68 ans, patriarche de la famille, traditionnel jusqu'au bout des ongles. Ma mère, Célestine. » Il s'interrompit. Elle a été mannequin dans sa jeunesse. Très belle, très exigeante. Ils vont vous examiner comme un spécimen de laboratoire. Rassurant, murmura Élodie. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Raphaël sourit vraiment. Pas ce sourire policé qu'il arborait en société, mais quelque chose d'authentique, presque enfantin. Vous savez être sarcastique, j'aime ça. Leurs regards se croisèrent, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna les yeux. Le silence s'étira, chargé d'électricité. Nous devrions réviser notre histoire, dit-elle finalement, la voix légèrement rauque. Oui, il s'éclaircit la gorge. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois. Vous exposiez dans une galerie de Montmartre. J'y étais venu par hasard. Coup de foudre immédiat. Coup de foudre. Les mots résonnèrent étrangement entre eux. Et depuis, relation discrète. Nous prenons notre temps. Vous m'avez changé, rendu plus humain. Il avait dit cela en la regardant droit dans les yeux, et Élodie eut la troublante impression qu'il ne récitait plus un scénario. Comment vous appelle-t-on quand nous sommes seuls? Comment voudriez-vous que je vous appelle? La question était simple, mais la façon dont il la posa ne l'était pas. Sa voix était devenue plus grave, plus intime. « Hello », répondit-elle sans réfléchir. « Mes proches m'appellent Hello. »« Greto », répéta-t-il comme s'il goûtait le prénom. « Et moi, comment m'appelez-vous? Vous pourriez être Raph ?» Il sourit à nouveau. « Personne ne m'a jamais appelé Raph. Peut-être que personne ne vous connaît vraiment. » Le sourire de Raphaël s'effaça lentement. Quelque chose de vulnérable passa dans son regard. Peut-être. Le restaurant Le Bristol était bondé. Elle, élite parisienne dans toute sa splendeur. Robe de créateur, bijoux étincelants, conversation feutrée sur fond de musique classique. Élodie se sentait comme une intruse dans ce monde, où tout respirait l'argent et les traditions séculaires. Henri de Beaumont était exactement comme Raphaël l'avait décrit. Grand, imposant, regard d'acier. Sa mère, Célestine, était d'une beauté saisissante malgré ses 60 ans, mais son sourire ne réchauffait pas ses yeux. « C'est mes parents, Élodie Rousseau », présenta Raphaël, sa main posée naturellement sur les reins d'Élodie. « Enchanté », dit Henri en lui serrant la main avec une fermeté calculée. Célestine se contenta d'un sourire poli. « Raphaël nous a beaucoup parlé de vous. Une artiste, n'est-ce pas ?» Le ton était neutre, mais Élodie sentit le jugement sous-jacent. Le dîner fut un exercice de équilibriste. Et questions subtiles sur sa famille. Père comptable en Normandie, mère institutrice. Sur ses études, école des beaux-arts. Sur ses ambitions, créer, simplement créer. Henri et Célestine jaugeaient chacune de ces réponses avec la précision de diamantaires évaluant une pierre précieuse. Mais ce qui troubla le plus Élodie, ce fut l'attitude de Raphaël. Il ne se contentait pas de jouer son rôle, il la défendait vraiment. Quand son père fit une remarque condescendante sur l'instabilité des métiers artistiques, Raphaël répliqua avec une ferveur qui surprit tout le monde. « Papa, Élodie a plus de talent dans son petit doigt que la plupart des gens que nous fréquentons. Ses créations sont... » Il s'interrompit, réalisant qu'il s'emportait. « Elles sont remarquables. » Sous la table, Élodie posa instinctivement sa main sur celle de Raphaël. Un geste de remerciement qui se voulait discret, mais qui déclencha une décharge électrique remontant le long de son bras. Raphaël entrelaça leurs doigts, et cette fois, il n'y avait plus rien de calculé dans ce geste. Le reste du dîner passa dans un brouillard. Élodie était hyper consciente de chaque contact, la main de Raphaël qui caressait distraitement ses doigts, son genou qui effleurait le sien, la façon dont il la regardait quand il pensait que ses parents ne le voyaient pas. « Nous vous laissons », dit finalement Henri en réglant l'addition. « Raphaël, nous parlons demain. » Un code, comprit Élodie. L'examen de passage. Quand ils furent seuls sur le trottoir, la tension entre eux était palpable. L'air de novembre était vif, et Élodie frissonna. Sans un mot, Raphaël retira sa veste et la posa sur ses épaules. Le geste était si naturel,
si protecteur, qu'elle en eut le souffle coupé. « Merci, murmura-t-elle, pour ce soir, pour m'avoir défendu. Il n'y avait rien à défendre. Vous étiez parfaite. » Ils se regardèrent en silence. La rue était presque déserte, juste eux deux sous la lumière dorée d'un réverbère. Raphaël leva lentement sa main vers le visage d'Élodie, écartant une mèche de cheveux de son front. Élo, son prénom sur ses lèvres était une caresse. Elle ferma les yeux, s'abandonnant à cette sensation dangereuse. « Nous ne devrions pas, chuchota-t-elle. Je sais. » Mais ni l'un ni l'autre ne recula. Le contrat stipulait aucun attachement émotionnel, mais personne n'avait prévu que le cœur ne sait pas lire les clauses. Cette nuit-là, ils cessèrent de mentir à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Le château de Beaumont en Bourgogne était un rêve de pierre dorée dressé au milieu des vignobles. Élodie regardait par la fenêtre de la voiture, tandis qu'ils remontèrent l'allée bordée de platanes centenaires. 3 jours de gala de charité, avait expliqué Raphaël. Elle, événement de l'année pour impressionner les investisseurs suisses. Nerveux ? Demanda-t-il en observant ses mains crispées sur son sac. Un peu. 3 jours. C'est long pour jouer la comédie. Raphaël détourna le regard. Oui, longue. Mais quelque chose dans sa voix suggérait qu'il ne parlait plus vraiment de comédie. Le château grouillait d'invités élégants. Élodie reconnut quelques visages aperçus dans les magazines. Industriels, aristocrates, célébrités discrètes du monde des affaires. Elle portait une robe de cocktail bordeaux qui épousait parfaitement ses formes. Vivienne avait un goût irréprochable. « Mesdames et messieurs, mon fils Raphaël et sa compagne, Élodie Rousseau, » annonça Henri de Beaumont dans le grand salon. Des sourires polis, des regards évaluateurs. Élodie se sentait comme un papillon épinglé dans une collection, mais la main de Raphaël dans la sienne l'ancrait, la rassurait. La soirée se déroula comme un ballet minutieusement orchestré. Cocktail, dîner aux chandelles, conversation mondaine. Élodie jouait son rôle à la perfection. La jeune femme cultivée, amoureuse et discrète. Mais au fil des heures, elle remarqua quelque chose d'étrange. Raphaël ne faisait plus semblant. Ses gestes étaient devenus naturels. La façon dont il caressait distraitement son dos pendant qu'elle parlait à Madame Berger, comment il riait vraiment à ses plaisanteries, ses regards qu'il lui lançait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, des regards d'une tendresse troublante. Vers minuit, épuisée par cette mascarade émotionnelle, Élodie S. éclipsa sur la terrasse. L'air frais de novembre lui fit du bien. Les vignobles S étendaient à perte de vue sous la lune, paisibles et éternels. « Vous fuyez ?» Elle se retourna. Raphaël se tenait dans l'embrasure de la porte-fenêtre, sa cravate défaite, les premiers boutons de sa chemise ouverts. Il semblait fatigué, vulnérable. « J'avais besoin d'air. C'est intense. » Il la rejoignit, s'accoudant à la balustrade à côté d'elle. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant le paysage nocturne. « Mes parents vous apprécient, » dit-il finalement. « Vraiment ? Ma mère a dit que vous étiez authentique. Venant d'elle, c'est un compliment rare. » Élodie sourit amèrement. Si elle savait à quel point tout cela est faux. Est-ce que c'est faux? La question tomba entre eux comme une pierre dans un étang, créant des ondulations infinies. Élodie tourna lentement la tête vers lui. « Raphaël. Raph, corrigea-t-il doucement. Vous aviez dit que vous m'appelleriez Raph. Raph, répéta-t-elle, et le prénom sur ses lèvres était une caresse. Qu'est-ce que nous faisons? Je ne sais pas. Il fit un pas vers elle. Je sais seulement que quand je vous regarde, j'oublie pourquoi vous êtes ici. J'oublie le contrat, l'argent, les raisons pratiques. Le cœur d'Élodie s'emballa. Nous avions dit beaucoup de choses. Ça, il leva sa main, effleurant délicatement sa joue. Mais mon cœur n'était pas au courant de cet accord. Elle ferma les yeux, s'abandonnant à cette caresse qu'elle désirait depuis des semaines. « C'est dangereux, » murmura-t-elle. « Je sais, cela va tout compliquer. Je sais. Alors pourquoi? Parce que pour la première fois de ma vie, je me sens vivant. Il était si proche maintenant qu'elle sentait son souffle tiède sur son visage. L'espace entre eux vibrait de désirs contenus, de semaines de tensions accumulées. « Hello? Oui, je peux vous embrasser ?» Au lieu de répondre, elle se dressa sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut d'abord tendre, exploratoire, comme s'il découvrait un territoire interdit. Puis la passion longtemps réprimée explosa entre eux. Les mains de Raphaël se perdirent dans ses cheveux, la plaquant contre lui avec une urgence désespérée. Élodie s'accrocha à ses épaules, ivre de ce contact qu'elle avait tant fantasmé. Quand ils se séparèrent, essoufflés, leurs fronts se touchaient. « Nous sommes fous !» chuchota-t-elle. « Complètement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Raphaël la regarda longuement, ses yeux sombres brillant dans la pénombre.
On arrête de faire semblant. Pour cette nuit, soyons juste nous. Il la prit par la main et la guida vers l'intérieur du château, montant l'escalier de marbre qui menait aux chambres. Son cœur battait si fort que Élodie était sûre qu'on pouvait l'entendre dans tout le couloir. Devant la porte de sa chambre, Raphaël s'arrêta. « Hello, si vous entrez, tout va changer. » Elle plongea son regard dans le sien. « Peut-être que j'ai envie que tout change. » Il ouvrit la porte. La chambre était baignée de la lumière argentée de la lune. Raphaël ferma doucement derrière eux, puis se tourna vers elle. Cette fois, quand il l'embrassa, ce fut avec une tendresse infinie, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire pour l'éternité. Ils firent l'amour lentement, découvrant chaque centimètre de peau avec une révérence qui transcendait le simple désir. Élodie avait l'impression de se découvrir elle-même dans les bras de cet homme qui l'embrassait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Plus tard, alors qu'elle reposait contre son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur, Raphaël caressa doucement ses cheveux. « Hello, je vous aime. » Les mots flottèrent dans l'obscurité, lourds de conséquences. « Moi aussi, » murmura-t-elle contre sa peau. « Moi aussi, je t'aime. » Mais au petit matin, quand la réalité reprendrait ses droits, saurait-il assumer cette vérité qui venait de bouleverser toutes les règles du jeu? Le réveil fut brutal, comme si l'aube avait le pouvoir d'effacer les miracles de la nuit. Élodie s'éveilla lentement, un sourire aux lèvres, encore enveloppée dans la chaleur des bras de Raphaël. La lumière dorée du matin filtrait à travers les rideaux de soie, caressant leurs corps entrelacés. Elle se tourna vers lui, s'attendant à retrouver la tendresse de la veille dans son regard. Mais Raphaël était déjà réveillé, fixant le plafond avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas. Froide, distante, paniquée. « Bonjour », murmura-t-elle en déposant un baiser sur son épaule. Il se raidit comme si elle l'avait brûlé. « Il faut que vous partiez. Les autres invités vont bientôt se lever. » Sa voix était différente, sèche, professionnelle, comme s'il venait de conclure une transaction commerciale. Élodie se redressa, tirant le drap contre elle, soudain consciente de sa nudité. « Raphaël, Raph, qu'est-ce qui se passe? » « Il ne se passe rien. » Il se leva d'un bond, lui tournant le dos pour enfiler son pantalon. « C'était une erreur. Nous avons perdu le contrôle hier soir. Cela ne doit pas se reproduire. » Une erreur. Le mot la gifla avec la violence d'une lame. « Une erreur ?» répéta-t-elle incrédule. « Tu m'as dit que tu m'aimais. »« J'ai dit beaucoup de choses hier soir. La fatigue, l'alcool. » Il boutonnait sa chemise avec des gestes saccadés, évitant soigneusement son regard. « Nous avons un contrat, mademoiselle Rousseau, un arrangement professionnel. Il serait sage de ne pas l'oublier. » Mademoiselle Rousseau, plus d'élo, plus de tendresse. Elle sentit quelque chose se briser irrémédiablement dans sa poitrine. « Tu ne penses pas ce que tu dis. » Raphaël se tourna enfin vers elle, et ce qu'elle lut dans ses yeux la terrassa. De la peur, une peur panique, animale, qui le poussait à détruire tout ce qu'ils avaient construit. « Je pense exactement ce que je dis. Vous êtes une employée. Très bien payée, certes, mais une employée. Ne confondez pas service rendu et sentiment personnel. » Chaque mot était un coup de poignard. Élodie se leva, ramassant ses vêtements éparpillés sur le sol avec une dignité qu'elle puisait dans les dernières réserves de sa fierté. « Je vois. » Sa voix tremblait, malgré ses efforts. « Dans ce cas, considérez que j'ai fourni un service supplémentaire hier soir, gratuitement, par erreur professionnelle. » Elle vit Raphaël tressaillir, mais il ne dit rien. Élodie s'habilla rapidement, les mains tremblantes. Quand elle fut prête, elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sans se retourner. « Pour information, monsieur de Beaumont, ce que nous avons partagé hier soir ne ressemblait à rien de ce que j'ai connu auparavant. Si c'est était du jeu d'acteur de votre part, vous mériterez un César. » Elle sortit, refermant doucement la porte derrière elle, laissant Raphaël seul avec le parfum de sa peau sur les draps et le poids écrasant de sa propre lâcheté. Le reste du week-end fut un calvaire minutieusement orchestré. En public, ils jouaient encore leur rôle de couple épris, mais dès qu'ils se retrouvaient seuls, un glacier s'installait entre eux. Raphaël redevenait l'homme d'affaires impeccable et distant qu'elle avait rencontré au café Procope. Pire, il était cruel dans sa politesse, d'une froideur calculée qui visait à la blesser. Chaque « Ah, mademoiselle Rousseau », prononcé avec une courtoisie glaciale, était un rappel de sa condition d'employé. Pendant le brunch du dimanche, alors qu'elle riait aux plaisanteries de monsieur le maire pour sauver les apparences, elle sentit le regard de Raphaël sur elle. Quand leurs yeux se croisèrent, elle y lut quelque chose qui la troubla, de la souffrance, profonde, désespérée. Il souffrait autant qu'elle. Mais alors pourquoi?
Pourquoi cette cruauté, cette distance? Elle ne comprenait pas comment l'homme tendre et passionné de la nuit pouvait devenir ce tyran émotionnel au petit matin. Dans la voiture qui les ramenait à Paris, le silence était assourdissant. Élodie regardait le paysage défiler, les vignobles dorés se transformant progressivement en banlieue grise. Comme sa vie, songea-t-elle amèrement. Nous avons encore 2 événements, dit finalement Raphaël sans la regarder. Un dîner jeudi et la soirée de gala samedi. Pouvez-vous continuer? Continuer? Elle se tourna vers lui, incrédule. Vous voulez que je continue à jouer la femme amoureuse après ce que vous venez de faire? Je vous paie pour cela. Vous me payez pour paraître amoureuse, pas pour elle être vraiment. Nuance. Cette fois, Raphaël la regarda. Pendant une seconde, son masque glissa, et elle entrevit l'homme vulnérable qu'elle avait tenu dans ses bras. Élodie, non. Elle leva la main. Ne prononcez plus mon prénom, plus jamais. Vous avez raison, gardons cela professionnel. Le reste du trajet se déroula dans un silence de mort. De retour dans son atelier de Montmartre, Élodie s'effondra. Assise par terre au milieu de ses créations, elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis l'adolescence. Des sanglots rauques, désespérés, qui vidaient son cœur de toute la tendresse qu'elle y avait accumulée. Elle regarda ses mains qu'il avait embrassées avec tant de révérence, qui avaient caressé sa peau, exploré son corps, ces mêmes mains qui façonnaient l'argile pour lui donner vie. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Comment avait-elle pu croire qu'un homme comme Raphaël de Beaumont pourrait vraiment tomber amoureux d'une petite potière de Montmartre? Son téléphone vibra. Un message de Vivienne. Rendez-vous jeudi 15h pour la préparation du dîner. Élodie contempla l'écran. Elle pouvait tout arrêter maintenant. Rompre le contrat, garder sa dignité, retourner à sa vie d'avant, même si cela signifiait perdre l'atelier. Mais il y avait quelque chose en elle, de la fierté blessée, peut-être, ou de l'amour-propre, qui refusait d'abandonner. Elle allait finir ce contrat. Elle allait jouer son rôle jusqu'au bout. Et elle allait montrer à Raphaël de Beaumont ce que c'était que de perdre quelque chose de précieux par pure lâcheté. Jouer l'amour quand on a le cœur brisé, c'est comme danser sur ses propres cendres. Le jeudi soir, Élodie se tenait devant le miroir de son petit appartement, contemplant son reflet. Vivienne avait encore fait des merveilles. Robe noire Dior, chignon sophistiqué, maquillage parfait. Elle ressemblait à tout sauf à elle-même. Peut-être était-ce mieux ainsi. Elle avait passé les 3 derniers jours dans un état de colère froide qui l'avait surprise elle-même. La douleresse était cristallisée en une détermination farouche. Elle allait être parfaite ce soir, irréprochable. Elle allait montrer à Raphaël de Beaumont ce qu'il avait détruit par pure lâcheté. La voiture l'attendait, comme d'habitude, comme si rien n'avait changé. Raphaël l'attendait devant le Meurice, impeccable dans son smoking noir. Quand il la vit descendre de voiture, quelque chose vacilla dans son regard. Elle était éblouissante, et ils le savaient tous les deux. « Bonsoir, mademoiselle Rousseau. »« Bonsoir, monsieur de Beaumont. » Ils s'embrassèrent sur les joues, geste formel qui autrefois les faisait frissonner de désir contenu. Maintenant, était juste une obligation contractuelle. Mais quand les lèvres de Raphaël effleurèrent sa joue, Élodie sentit ses mains trembler imperceptiblement. Il luttait aussi. Le dîner était organisé par la Chambre de commerce franco-allemande, homme d'affaires influent, discussion sur les exportations viticoles, projet d'expansion européenne. Élodie navigua dans cette soirée avec une grâce qu'elle puisait dans sa fierté blessée. « Comme ils sont beaux ensemble », murmura Madame Hoffmann. « Elle, épouse de l'ambassadeur. On sent l'amour, n'est-ce pas? L'amour. » Élodie faillit éclater d'un rire hystérique. « Si cette femme savait, Raphaël a énormément de chance, » continua l'ambassadeur en s'adressant directement à elle. « Une femme comme vous, si raffinée, si naturelle, c'est rare de nos jours. Merci. » répondit Élodie avec un sourire parfait. « J'ai énormément de chance aussi. Raphaël est un homme exceptionnel. » Elle avait appuyé sur le mot « exceptionnel » avec juste ce qu'il fallait d'ironie pour que Raphaël, et lui seul, comprennent le sous-entendu. Il tressaillit imperceptiblement. Pendant tout le repas, ils jouèrent leur partition avec une précision cruelle. Chaque geste d'affection était calculé. Chaque sourire complice était un mensonge parfaitement orchestré. Mais sous la table, leurs corps se parlaient encore. Quand la main de Raphaël effleurait la sienne, quand leurs genoux se touchaient par accident, l'électricité était toujours là, plus douloureuse que jamais. « Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés » demanda R. Muller, le directeur de la Chambre de commerce.
Raphaël se lança dans leur histoire fictive, la galerie de Montmartre, le coup de foudre, les 6 mois de bonheur. Mais pendant qu'il parlait, ses yeux ne quittaient pas ceux d'Élodie, et elle y lisait une souffrance qui contredisait ses paroles polies. « Et maintenant ?» insista Madame Hoffmann. « Des projets ?» Un silence. Raphaël et Élodie se regardèrent, et pour la première fois de la soirée, leurs masques glissèrent simultanément. « Nous » commença Raphaël. « Nous prenons notre temps » termina Élodie, d'une voix étranglée. « L'amour véritable ne se précipite pas. L'amour véritable. » Les mots résonnèrent entre eux comme une accusation. Après le dîner, ils sortirent dans la nuit parisienne. L'air frais de novembre leur fit du bien, après l'atmosphère confinée du restaurant. « Merci, » dit Raphaël alors qu'ils attendèrent sa voiture. « Vous avez été parfaite, comme toujours. C'est mon travail. » Élodie. « Non. » Elle se tourna vers lui, et pour la première fois depuis le château, elle laissa transparaître sa colère. « Vous n'avez pas le droit de prononcer mon prénom. Plus maintenant. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. » Sa voix tremblait de rage contenue. « Vous avez eu peur. Peur de ce que nous avions. Peur de la vérité, peur de vos propres sentiments. Alors vous avez détruit. C'est ce que font les lâches, Raphaël. Ils détruisent ce qui les effraie. » Il encaissa les mots comme des gifles, mais ne dit rien. « Vous voulez savoir le plus ironique ?» continua-t-elle. « Ce soir, devant tous ces gens, j'ai dû faire semblant de vous aimer, mais je n'avais pas à faire semblant. Je vous aime encore. Malgré tout ce que vous m'avez fait, malgré votre cruauté, malgré votre lâcheté, je vous aime. » Les yeux de Raphaël se remplirent d'une émotion qu'il ne put dissimuler. « Et vous savez ce qui est le plus douloureux ?» Sa voix se brisa légèrement. « C'est que vous m'aimez aussi. Je le vois dans vos yeux chaque fois que vous me regardez. Je le sens dans la façon dont vos mains tremblent quand vous me touchez. Vous m'aimez, mais vous êtes trop terrifié pour l'admettre. » La voiture arriva. Le chauffeur sortit pour leur ouvrir la portière. « Rentrez seul, » dit Élodie. « J'ai besoin de marcher. Il est tard, c'est dangereux. Plus dangereux que d'être à côté de vous ?» Raphaël ouvrit la bouche, puis la referma. Il monta dans la voiture sans un mot. Élodie marcha dans les rues de Paris, ses talons claquant sur le pavé humide. Elle pleurait sans s'en rendre compte, les larmes se mêlant à la brume nocturne. Demain soir, c'était la dernière soirée. Le gala de charité qui marquerait la fin de leur contrat. Après ça, elle ne le reverrait plus jamais. Et peut-être que était mieux ainsi. Mais en arrivant chez elle, quand elle retira sa robe de soirée et retrouva sa peau nue sous la douche, elle repensa à cette nuit au château, à ses mains sur son corps, à ses lèvres qui murmuraient son nom comme une prière, à ses yeux qui la regardaient comme si elle était la plus belle chose au monde. Comment pouvait-on passer de tant d'amour à tant de froideur en une seule nuit? Elle ne comprenait pas, et peut-être ne comprendrait-elle jamais. Demain soir, tout serait fini, définitivement. Les dernières danses sont toujours les plus douloureuses, car elles portent en elles le poids de tous les adieux. L'Opéra Garnier était magnifique ce soir-là, paré de ses plus beaux atours pour le gala de charité annuel. Élodie gravit les marches de marbre, consciente que chacun de ses pas la rapprochait de la fin. Sa robe était un chef-d'œuvre, soie champagne brodée de perles, décolleté subtil, traîne discrète. Vivienne avait voulu qu'elle soit inoubliable pour cette dernière apparition. Inoubliable. Le mot résonnait amèrement dans son esprit. Raphaël l'attendait dans le grand foyer, somptueux dans son smoking blanc. Quand il la vit, son visage se figea. Pendant une seconde, le masque de politesse glissa, révélant une émotion brute qui la transperça. « Bonsoir », dit-elle simplement. « Bonsoir ». Sa voix était rauque. « Vous êtes belle, parfaite, à la hauteur de vos exigences. » Il tressaillit. « Élodie, ne faites pas ça. »« Quoi? Mon travail ?» Ils se dirigèrent vers la salle de spectacle où se déroulait la réception. Elle, élite parisienne, était là au grand complet. Ministres, industriels, aristocrates, célébrités du monde des arts. Élodie reconnut quelques visages aperçus dans les magazines. Raphaël, une voix masculine les héla. « Mon cher ami. » Était Alexandre Dubois, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe et vieil ami de la famille de Beaumont. Grand, brun, charmeur, il avait toujours eu un faible pour les jolies femmes. « Alexandre, » répondit Raphaël avec une certaine raideur, « je te présente Élodie. Enchanté. » Alexandre porta la main Élodie à ses lèvres, avec une galanterie d'un autre temps. « Raphaël m'avait dit que sa compagne était belle, mais le mot est faible. Vous êtes éblouissante. » Élodie sourit, un vrai sourire pour la première fois de la soirée. « Merci, vous êtes trop aimable. »« Pas du tout. D'ailleurs, si mon ami ne vous fait pas danser ce soir, je me ferai un plaisir de réparer cette négligence. »
Elle sentit Raphaël se raidir à côté d'elle. « Alexandre, quoi? Tu ne vas tout de même pas cacher un tel trésor toute la soirée ?» La soirée se déroula comme toutes les autres, et pourtant différemment. C était leur dernière représentation, et ils le savaient tous les deux. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard complice avait un goût d'adieu qui leur serrait la gorge. Élodie était particulièrement brillante ce soir. Elle conversait avec aisance, riait aux plaisanteries, charmait tout le monde avec son naturel. Mais Raphaël voyait bien que C était une performance désespérée, comme un chant du cygne. « Votre Élodie fait sensation », lui glissa discrètement Monsieur Berger, le banquier suisse. « Une femme remarquable. Vous avez de la chance. » « J'avais de la chance, pensa Raphaël amèrement, et je l'ai détruite. » Vers 22 heures, l'orchestre entama une valse. Les couples se dirigèrent vers la piste de danse improvisée au centre de la salle. Alexandre s'approcha de Élodie. « Cette danse m'est promise, je crois. » Élodie jeta un coup d'œil à Raphaël, qui conversait avec des investisseurs allemands, apparemment indifférents. « Avec plaisir, » répondit-elle. Alexandre était un excellent danseur. Il la fit virevolter avec grâce, la complimentant, la faisant rire. De loin, ils formaient un couple parfait. Lui, séduisant et attentionné. Elle, radieuse et spontanée. Raphaël les regardait du coin de l'œil, une rage sourde montant en lui. Voir un autre homme tenir Élodie dans ses bras, la faire sourire, lui murmurer des compliments à l'oreille, c'était insupportable. « Encore une danse ?» proposa Alexandre quand la musique s'arrêta. « Je crois que c'est à mon tour. » Raphaël venait d'apparaître à côté d'eux, le visage fermé. Alexandre haussa un sourcil, amusé. « Ah, le propriétaire réclame son bien. Très bien, très bien. Élodie, ce fut un plaisir. Son bien. » Élodie faillit éclater de rire. Si Alexandre savait, l'orchestre entama un slow langoureux. Raphaël tendit la main à Élodie. Elle hésita une seconde, puis l'accepta. Ils dansèrent en silence, leurs corps se souvenant malgré eux de cette harmonie parfaite qui avait toujours existé entre eux. La main de Raphaël sur sa taille la brûlait à travers le tissu de soie. Leurs visages étaient si proches qu'elle sentait son souffle tiède contre sa tempe. « Vous lui plaisiez, » dit-il finalement, la voix tendue. « Et alors, il vous regardait comme... Comme quoi? Comme un homme regarde une femme qui lui plaît? C'est interdit? Ça, vous êtes avec moi. » Élodie s'arrêta de danser, le fixant avec incrédulité. « Je suis avec vous? Vraiment ?» Les couples continuaient à tourner autour d'eux, mais ils étaient seuls au monde dans leur bulle de douleur. « Raphaël, nous ne sommes ensemble que sur le papier, que devant les autres. Vous me l'avez rappelé assez cruellement. Élodie, cette mascarade se termine ce soir. Demain, je redeviens Mademoiselle Rousseau, la petite potière de Montmartre. Alexandre pourra me regarder comme il veut, cela ne vous concernera plus. » Quelque chose se brisa dans le regard de Raphaël. « Vous allez le revoir? Peut-être, pourquoi pas? Au moins, lui ne me traitera pas comme une employée après m'avoir fait l'amour. » Le coup porta. Raphaël blêmit, ses mains se crispant sur sa taille. « Ne dites pas ça. Pourquoi? Cela vous dérange ?» La musique s'arrêta. Ils se séparèrent, se regardant avec une intensité douloureuse. « Je vais prendre l'air, » murmura Élodie. Elle se dirigea vers la terrasse qui donnait sur la place de l'Opéra. La nuit était claire, les lumières de Paris scintillaient comme des diamants. Elle s'accouda à la balustrade, respirant profondément l'air frais, des pas derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que C était lui. « Élodie, quoi encore? Vous voulez m'humilier une dernière fois avant la fin du contrat? Je... » Il s'approcha, s'arrêtant juste derrière elle. « Je ne supporte pas l'idée que vous soyez avec quelqu'un d'autre. » Elle se retourna lentement. « Et moi, je ne supporte pas l'idée de... être traité comme un objet qu'on utilise et qu'on jette. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Vraiment ?» Sa voix monta légèrement. « Alors expliquez-moi. Expliquez-moi comment on passe de « je vous aime » à « vous êtes une employée » en l'espace de quelques heures. » Raphaël ferma les yeux, comme si les mots lui faisaient mal physiquement. « J'ai eu peur. » « Peur de quoi? »« De vous, de moi, de ce que je ressentais. » Il rouvrit les yeux, et elle y lut une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Toute ma vie, j'ai contrôlé mes émotions, mes sentiments, mes relations. Et puis vous êtes arrivé et tout s'est écroulé. Et était si terrible, terrifiant. » Il fit un pas vers elle. « Vous ne comprenez pas. Avec vous, je perdais le contrôle. Je devenais humain, vulnérable, faible. L'amour n'est pas une faiblesse, Raphaël. Pour un homme comme moi, si. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai grandi dans un monde où les sentiments sont des armes qu'on utilise contre vous.
où l'amour est une faille qu'on exploite. Élodie sentit sa colère faiblir légèrement. Alors, vous avez préféré me faire mal, plutôt que de risquer d'avoir mal vous-même. Oui, l'aveu lui coûtait visiblement, et était lâche, et cruel, et impardonnable. Ils se regardèrent en silence. Au loin, la musique du gala continuait, insouciante de leur drame personnel. Élodie, je sais que j'ai tout détruit. Je sais que vous ne pourrez jamais me pardonner. Mais je veux que vous sachiez une chose. Quoi? Cette nuit au château, était la première fois de ma vie que J était vraiment moi-même, avec vous, et je vous aime. Pas l'actrice, pas la femme parfaite que vous jouez en société. Vous, la vraie Élodie, avec vos mains tachées d'argile et vos rêves d'artiste. Les larmes qu'elle retenait depuis des jours menacèrent de couler. Mais ce qu'il venait de dire arrivait trop tard, beaucoup trop tard. Parfois, aimer quelqu'un, c'est avoir le courage de le quitter. Les larmes que Élodie avait retenues toute la soirée coulaient maintenant librement sur ses joues. Raphaël tendit instinctivement la main pour les essuyer, mais elle recula. Non, sa voix était brisée, mais ferme. Vous n'avez plus le droit de me toucher. Plus maintenant. Élodie, s'il vous plaît quoi? Elle le regardait avec une douleur si profonde qu'il en eut le souffle coupé. Que je vous pardonne, que je fasse comme si rien ne s'était passé, que j'oublie la façon dont vous m'avez traité au réveil. Raphaël baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Vous savez ce qui me fait le plus mal, continua-t-elle, la voix tremblante. Ce n'est pas que vous ayez eu peur, ce n'est pas même que vous m'ayez rejeté. C'est la cruauté avec laquelle vous l'avez fait. Je sais. Non, vous ne savez pas. Elle s'essuya les yeux d'un geste rageur. Vous m'avez fait me sentir comme une prostituée, comme si ce que nous avions partagé était qu'une transaction. Vous avez sali quelque chose de beau, de pur, de sacré. Chaque mot était un coup de poignard. Raphaël sentait quelque chose mourir en lui à mesure qu'elle parlait. Et maintenant, vous voulez quoi? Que je vous console? Que je vous dise que tout va bien parce que vous avez enfin trouvé le courage d'admettre que vous m'aimez? Non, Il leva les yeux vers elle, et elle y lut un désespoir qui faillit la faire flancher. Je veux juste que vous sachiez que je suis désolé, profondément, sincèrement désolé. Vos excuses n'effacent pas la douleur, Raphaël. Un silence lourd s'installa entre eux. Au loin, les rires et la musique du gala continuaient, monde insouciant et brillant qui semblait appartenir à une autre planète. « Que puis-je faire » demanda-t-il finalement, la voix rauque. « Dites-moi comment réparer ça. » Élodie le regarda longuement. Dans la lumière tamisée de la terrasse, il avait l'air vulnérable, presque fragile. L'homme puissant et sûr de lui avait disparu, laissant place à quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. « Rien, dit-elle doucement. Il n'y a rien à réparer. C'est cassé, Raphaël. Définitivement cassé. Élodie. Non. Elle secoua la tête. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus jouer cette comédie. C'est fini. Elle se dirigea vers la porte-fenêtre, mais s'arrêta avant d'entrer. Notre contrat se termine officiellement à minuit. Il est 23h15. Considérez que j'ai travaillé 45 minutes de plus gratuitement. Où allez-vous? Chez moi? Dans mon monde? Le vrai? Et nous? Elle se retourna une dernière fois. Il n'y a pas de nous, Raphaël. Il n'y en a jamais eu. Était juste un rêve, beau mais éphémère, comme tous les rêves. Élodie traversa la salle de réception sans un regard en arrière. Elle souriait poliment aux personnes qui la saluaient, serrait quelques mains, remerciait pour les compliments. Une actrice parfaite jusqu'au bout. Dans les vestiaires, elle récupéra son manteau et son sac. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle se regardait une dernière fois dans le miroir. La femme qui lui faisait face était élégante, sophistiquée, parfaitement coiffée et maquillée. Mais sous cette perfection, Élodie reconnaissait ses propres yeux, tristes, meurtris, mais étrangement déterminés. « Au revoir » murmura-t-elle à son reflet. Elle sortit de l'opéra et héla un taxi. Paris défilait derrière les vitres, lumière floue dans ses larmes. Elle pensait à ces 3 mois qui avaient bouleversé sa vie, à l'argent qui avait sauvé son atelier, au prix qu'elle avait payé pour cette liberté retrouvée. 15 000 € pour apprendre à aimer et à avoir le cœur brisé. C'était cher payé pour une leçon de vie. Le taxi s'arrêta devant son immeuble de Montmartre. Élodie gravit lentement les marches menant à son appartement, ses talons résonnant dans l'escalier étroit. Chaque pas la ramenait vers sa vraie vie, loin du faste et des mensonges. Une fois chez elle, elle retira méticuleusement sa robe de soirée, ses bijoux, ses chaussures. Tout ce qui appartenait au monde de Raphaël. Sous la douche, elle lava le maquillage sophistiqué, le parfum coûteux, les dernières traces de cette mascarade.
Quand elle en sortit, elle était redevenue elle-même, Élodie Rousseau, la potière de Montmartre. Simple, authentique, libre. Elle enfila un pyjama en coton et prépara une tisane. Puis elle s'installa à sa table, sortit une feuille de papier et commença à écrire. « Monsieur de Beaumont, notre contrat arrivant à son terme, je me permets de vous adresser ces quelques mots. Je vous remercie pour cette expérience qui m'a permis de sauver mon atelier et de découvrir des aspects de moi-même que j'ignorais. J'ai appris à évoluer dans votre monde, à porter des robes de créateur, à tenir conversation avec l'élite parisienne. Mais surtout, j'ai appris que l'argent ne peut pas acheter les sentiments. Cette nuit au château restera le plus beau souvenir de ma vie. Pas pour le décor ou le luxe, mais pour la vérité que nous avons partagée. Vous m'avez montré l'homme que vous pouviez être quand vous acceptiez d'être vulnérable. J'aurais aimé connaître cet homme plus longtemps. Je ne vous en veux plus, Raphaël. La peur fait faire des choses terribles, je le comprends. Mais je ne peux pas non plus vous pardonner. Certaines blessures marquent trop profondément. J'espère que vous trouverez le courage d'aimer vraiment un jour. Vous le méritez malgré tout. Je vous souhaite d'être heureux. Élodie. Elle plia la lettre, la glissa dans une enveloppe qu'elle adressa au bureau de Raphaël. Demain, elle la posterait, puis elle tournerait définitivement la page. Son téléphone vibra. Un message de Raphaël. « Élodie, nous devons parler, s'il vous plaît. » Elle éteignit l'appareil sans répondre. Dehors, Montmartre dormait paisiblement. Les rues étroites, les petits cafés, les artistes de rue, tout cela lui avait manqué. C était son monde, celui où elle était vraiment elle-même. Elle se coucha et ferma les yeux. Mais le sommeil ne vint pas. Elle pensait à Raphaël, seul dans sa grande demeure, réalisant peut-être enfin ce qu'il avait perdu. Demain, elle recommencerait sa vraie vie, sans lui, sans mensonge, sans faux semblants. Mais pourquoi cette liberté retrouvée avait-elle le goût amer des adieux? Il fallut qu'il la perde pour comprendre que l'amour-haine n'était pas une faiblesse, mais la seule force qui vaille la peine de vivre. Raphaël resta sur la terrasse de l'Opéra longtemps après le départ de Élodie, fixant les lumières de Paris sans les voir vraiment. Le gala continuait à l'intérieur, mais il se sentait comme un fantôme, présent physiquement mais absent de tout le reste. « C'est cassé, Raphaël, définitivement cassé. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête, écho douloureux d'une vérité qu'il refusait d'accepter. Il rentra chez lui vers 2 heures du matin, dans son appartement silencieux du 7e arrondissement. Chaque pièce lui rappelait Élodie, le canapé où ils avaient répété leur histoire, la terrasse où elle avait ri de ses plaisanteries, sa chambre où il l'avait imaginée tant de fois. Il se servit un verre de whisky et s'installa dans son bureau. Sur son ordinateur, les emails s'accumulaient. Félicitations pour la soirée, nouvelles opportunités d'affaires, invitations mondaines. Sa vie parfaitement orchestrée continuait, imperturbable. Mais quelque chose en lui s'était brisé irrémédiablement. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un petit objet qu'il avait acheté impulsivement la semaine précédente. Une petite sculpture en céramique trouvée dans une galerie de Montmartre. Elle lui avait rappelé le travail d'Élodie, ses mains expertes façonnant l'argile. Cette concentration intense quand elle créait. Il ne lui avait jamais dit qu'il était allé voir son atelier, qu'il s'était arrêté devant la vitrine comme un adolescent timide, admirant ses créations, rêvant de l'avoir travaillé. Son téléphone vibra. Un message de son père. « Excellent travail ce soir. Les Suisses sont convaincus. Signature prévue lundi. Où est Élodie ?» Elle a fait forte impression. Raphaël fixa l'écran sans répondre. Comment expliquer à son père qu'il venait de perdre la chose la plus précieuse de sa vie par pure lâcheté? Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Quelque part dans cette ville, Élodie dormait peut-être. Ou peut-être pleurait-elle encore à cause de lui. Cette pensée lui était insupportable. 3 mois. Il avait mis 3 mois à tomber amoureux et une nuit à tout détruire. Son téléphone sonna. 5 heures du matin. Qui pouvait bien? « Allô, monsieur de Beaumont? Ici, le commissariat du 18e arrondissement. » Le sang de Raphaël se glaça. « Oui, ça nous avons trouvé votre carte de visite dans le sac d'une jeune femme, Élodie Rousseau. Elle a été hospitalisée cette nuit. Accident de scooter. » Le monde bascula. « Comment va-t-elle? » « Hors de danger. Mais elle a perdu connaissance. Pas de famille à prévenir d'après nos recherches. Vous êtes la seule personne de contact. » Raphaël était déjà en train d'enfiler ses vêtements. « J'arrive. Quel hôpital ?» 20 minutes plus tard, il déboula aux urgences de l'hôpital Saint-Louis, encore en smoking froissé, les cheveux en bataille. L'infirmière de garde le regarda avec curiosité. « Élodie Rousseau, dit-il d'une voix rauque. On m'a appelé. Chambre 314.
Mais les visites ne sont autorisées qu'à partir de « je suis son fiancé ». Le mensonge sortit si naturellement qu'il en fut le premier surpris. Il monta les escaliers 4 à 4, le cœur battant. Devant la porte de la chambre, il s'arrêta, soudain paralysé. Et si elle ne voulait pas le voir? Et si sa présence ne faisait qu'aggraver les choses? Il poussa doucement la porte. Élodie était allongée dans le lit d'hôpital, pâle, un bandage sur le front. Elle dormait, ses cheveux étalés sur l'oreiller blanc. Elle avait l'air si fragile, si vulnérable. Raphaël s'approcha doucement et s'assit sur la chaise à côté du lit. Sans réfléchir, il prit sa main dans la sienne. Sa peau était froide. « Pardonnez-moi, murmura-t-il. Pardonnez-moi d'avoir été si lâche, si cruel, si stupide. » Élodie ne bougeait pas, mais sa respiration était régulière, rassurante. « Je ne sais pas comment aimer, » continua-t-il, la voix brisée. « On ne me l'a jamais appris. Dans ma famille, l'amour était une transaction, un outil, jamais quelque chose de pur, de gratuit. » Il caressa doucement ses doigts d'artiste qu'il avait embrassés avec tant de révérence cette nuit au château. « Mais avec vous, tout était différent. Vous m'avez montré ce que c'était que d'aimer vraiment. Et ça m'a terrifié. » Un sanglot lui échappa. « J'ai eu peur de devenir dépendant, faible, vulnérable. Alors j'ai fait ce que je sais faire de mieux. J'ai détruit avant qu'on me détruise. » Il porta sa main à ses lèvres. « Mais maintenant, je comprends. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est la seule force qui nous rende vraiment humains. Et je vous aime, Élodie. Je vous aime plus que ma peur, plus que mon orgueil, plus que tout ce que j'ai construit pour me protéger. » Raphaël, il leva les yeux. Élodie le regardait, les yeux embués mais consciente. « Élodie !» Il se pencha vers elle. « Comment vous sentez-vous? Vous avez mal? Je vais chercher un médecin. » « Non. » Elle serra faiblement sa main. « Restez. J'ai eu si peur. Quand ils m'ont appelé, j'ai cru que vous aviez dit. » Sa voix était faible mais claire. « Tout ce que vous venez de dire, vous le pensiez vraiment. » Raphaël la regarda droit dans les yeux. Chaque mot. Élodie ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Je rentrais chez moi après avoir posté ma lettre. J'ai voulu éviter un chat et... » Elle sourit faiblement. Ironique, non? « Je fuis les complications émotionnelles et je me retrouve à l'hôpital. » Élodie. « Vous m'avez fait très mal, Raphaël. Je sais, et je ne sais pas si je pourrais vous refaire confiance. Je sais, mais... » Elle rouvrit les yeux, plongeant son regard dans le sien. « Je vous aime encore, malgré tout, malgré la douleur, malgré la colère, je vous aime. » Raphaël sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Alors donnez-moi une chance, » supplia-t-il. « Une vraie chance. Pas un contrat, pas un arrangement. Juste, nous deux. Et si vous avez encore peur, si vous redevenez cruel, alors vous partirez. Et cette fois, je ne chercherai pas à vous retenir. » Élodie, elle, étudia longuement. Dans ses yeux, elle voyait un homme différent, plus vulnérable, plus vrai, l'homme qu'elle avait entrevu cette nuit au château. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « D'accord? Oui, mais à mes conditions. Tasse toutes les conditions que vous voudrez. » Elle sourit pour la première fois depuis des jours. « Alors la première condition, c'est que vous m'embrassiez. Maintenant. » Raphaël n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Il se pencha et posa ses lèvres sur les siennes avec une tendresse infinie, comme s'il scellait une promesse. Quand ils se séparèrent, Élodie murmura contre ses lèvres « La deuxième condition, c'est que vous ne m'appeliez plus jamais Mademoiselle Rousseau. Et comment dois-je vous appeler? Élo. » Elle sourit. « L'homme que j'aime m'appelle Élo. » Pour la première fois de sa vie, Raphaël de Beaumont avait choisi l'amour plutôt que la peur, et ce choix allait transformer leur histoire en quelque chose de plus beau que tous les contrats du monde. 1 an plus tard, l'amour véritable ne se contente pas de réparer les cœurs brisés. Il les transforme en quelque chose de plus beau qu'avant. L'atelier de Montmartre avait changé. Les murs étaient toujours les mêmes. Les étagères débordaient encore de créations en céramique, mais quelque chose de nouveau flottait dans l'air, une sérénité, une plénitude qui n'existait pas avant. Élodie façonnait l'argile sur son tour, ses mains expertes donnant vie à une nouvelle création. Ses cheveux étaient attachés négligemment, quelques mèches rebelles encadrant son visage concentré. Elle portait un tablier taché et un vieux pull en laine, sa tenue de travail habituelle, celle dans laquelle elle se sentait le plus elle-même. La petite clochette de la porte tinta. Elle sourit sans lever les yeux. « Tu es en avance? Les réunions se sont terminées plus tôt que prévu. » Raphaël s'approcha, déposant un baiser sur sa nuque. Il avait troqué son costume 3 pièces contre un jean et une chemise en lin. Ses cheveux, moins rigidement coiffés, lui donnaient un air plus jeune,
plus détendu. « Comment va notre petit protégé » demanda-t-il en désignant la forme qui prenait vie sous les mains d'Élodie. « Il sera magnifique, comme tous ses frères et sœurs. » Sur les étagères autour d'eux, des dizaines de pièces attendaient d'être cuites. L'atelier d'Élodie était devenu florissant. Pas grâce à l'argent de Raphaël. Elle avait catégoriquement refusé son aide financière, mais grâce à son talent enfin reconnu et à la confiance qu'elle avait retrouvée en elle. « Au fait, » dit Raphaël en s'asseyant sur le petit tabouret près du tour, « j'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui. »« Ah, le musée des arts décoratifs. Ils aimeraient exposer tes œuvres le printemps prochain. » Les mains d'Élodie s'immobilisèrent sur l'argile. « Tu plaisantes ? Jamais sur ce genre de choses. » Il sourit, ce sourire authentique qu'elle lui connaissait maintenant. « Ils ont vu tes pièces chez les Moreau et ils sont conquis. » Élodie ferma les yeux, émue. 1 an plus tôt, elle luttait pour payer son loyer. Aujourd'hui, on lui proposait d'exposer dans l'un des plus prestigieux musées parisiens. « Hello ?» La voix de Raphaël était inquiète. « Ça va ?» Elle rouvrit les yeux, et il y vit des larmes de joie. Plus que ça. Elle se leva, s'essuyant les mains sur son tablier avant de se blottir dans ses bras. « Je suis heureuse, vraiment, profondément heureuse. » Raphaël la serra contre lui, respirant le parfum d'argile et de lavande qui lui était devenu si familier. Qui aurait cru qu'il préférerait ce parfum simple au parfum sophistiqué qu'il côtoyait autrefois? « Moi aussi, » murmura-t-il contre ses cheveux, « plus que je ne l'ai jamais été. » Ils s'étaient retrouvés lentement, patiemment. Les premiers mois avaient été difficiles. Élodie gardait ses distances, testant constamment la sincérité de Raphaël, guettant le moindre signe de retour à ses anciennes habitudes. Mais Raphaël avait tenu bon. Il était venu la voir chaque jour à l'hôpital, puis chez elle après sa sortie. Il l'avait courtisée à nouveau, comme un adolescent timide, apprenant à exprimer ses sentiments sans chercher à contrôler ou à manipuler. Petit à petit, les murs qu'Élodie avait érigés autour de son cœur s'étaient écroulés. Elle avait découvert un Raphaël qu'elle ne connaissait pas, vulnérable, drôle, capable de rire de lui-même. Un homme qui préférait maintenant passer ses soirées dans un petit atelier poussiéreux de Montmartre, plutôt que dans les salons dorés du 16e arrondissement. « Au fait, » dit Élodie en se dégageant légèrement de ses bras, « j'ai quelque chose pour toi. » Elle se dirigea vers l'étagère et en sortit un petit paquet enveloppé dans du papier kraft. « Ce n'est pas mon anniversaire, » protesta Raphaël. « Non, mais c'est l'anniversaire de nous. Cela fait exactement 1 an que tu es venu me voir à l'hôpital. » Raphaël déballa délicatement le paquet. À l'intérieur, une petite sculpture en céramique, 2 mains qui se joignent, entrelacées avec une tendresse infinie. Quelle œuvre était d'une beauté saisissante, chaque détail ciselé avec un amour évident. « Hello, regarde en dessous. » Il retourna la sculpture, gravée dans l'argile. Ces mots, « Pour l'homme qui a eu le courage de choisir l'amour. R.E. pour toujours. » Raphaël sentit sa gorge se serrer. « C'est nos mains, » termina Élodie doucement, telles qu'elles étaient cette nuit au château, telles qu'elles sont maintenant, telles qu'elles seront toujours. Il la regarda, cette femme extraordinaire qui avait bouleversé sa vie, qui l'avait rendu meilleur, plus humain, cette femme qui créait de la beauté avec ses mains et qui avait recréé son cœur avec son amour. « Épouse-moi, » dit-il soudainement. « Quoi ? Épouse-moi. » Il posa la sculpture et prit ses mains dans les siennes, ses mains tachées d'argile qu'il aimait plus que tout. Pas pour impressionner des investisseurs, pas pour un contrat social. « Épouse-moi parce que je t'aime, parce que je veux passer ma vie à tes côtés, dans ce petit atelier, à te regarder créer des merveilles. » Élodie le regarda, émue. « Tu es sûr? Plus de peur, plus de panique matinale, plus jamais. » Il porta ses mains à ses lèvres. « Je ne veux plus jamais me réveiller sans toi, je ne veux plus jamais avoir peur d'aimer. » Dans ce cas, elle sourit, ce sourire radieux qu'il adorait. « Oui, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent au milieu de l'atelier, entourés de créations naissantes et de rêves réalisés. Dehors, Montmartre vivait sa vie tranquille, et quelque part dans la ville, leurs 2 mondes si différents avaient fini par n'en faire qu'un. L'amour avait gagné, contre la peur, contre l'orgueil, contre tous les obstacles que la vie avait dressés sur leur chemin. Car parfois, les plus belles histoires commencent par un mensonge, pour finir par la plus pure des vérités. C'est vous, chères auditrices et chers auditeurs, qu'auriez-vous fait à la place d'Élodie? Auriez-vous eu le courage de pardonner à quelqu'un qui vous aurait brisé le cœur par peur d'aimer? Ou pensez-vous que certaines blessures sont trop profondes pour être guéries? L'amour mérite-t-il toujours une seconde chance, même après la trahison la plus douloureuse?
Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.